Preview. 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 Bonjour. Donc, merci Monsieur Bass d'avoir présenté ce brillant cours en mathématiques. Donc, je m'en vais maintenant vous présenter une leçon en géographie, notamment la leçon introductive du programme. Donc, je vais faire un cours magistral, juste expliquer certains éléments parce que c'est la leçon inaugurale, mais c'est une leçon fondamentale pour comprendre la suite du programme de géographie de terminale. Elle porte notamment sur ce qu'on appelle le système monde et la mondialisation. Donc le temps, il s'agira aujourd'hui de faire un essai de définition de ce qu'est le système monde et d'essayer de comprendre son organisation. C'est quoi le système monde et comment s'organise ce système monde. Ensuite, nous procéderons à la définition de la mondialisation. Nous allons essayer de voir c'est quoi la mondialisation. Et c'est un sujet d'autant plus actuel qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est fondamentalement tributaire à cette mondialisation. Ensuite, j'essaierai d'identifier les facteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette mondialisation actuelle que nous connaissons? Quels sont ou qui sont les acteurs qui interviennent dans cette mondialisation? Ensuite, nous analyserons les dynamiques, c'est-à-dire les manifestations de la mondialisation. Comment la mondialisation se manifeste dans l'espace-monde. Ensuite, nous verrons également quelle est la place de l'Afrique, notre cher continent, dans la mondialisation. Et nous terminerons par l'identification des incidences, surtout négatives de la mondialisation. Donc voilà ce qui fera l'ossature de notre cours d'aujourd'hui. Donc je démarre par le système monde. Donc la leçon introductive, elle est intitulée « Le système monde des espaces interdépendants ». Donc vous voyez que c'est un titre exhaustif, mais qui est très explicite, qui nécessite donc une clarification. Pourquoi parle-t-on de système monde? Pourquoi parle-t-on d'espaces interdépendants? Mais d'abord, c'est quoi un système? Un système, déjà le mot vous le rencontrez partout. Vous entendez parler d'écosystème, de système économique, système politique, système monde. Donc un système, c'est quoi? Par définition simple, c'est un ensemble d'éléments qui sont reliés les uns aux autres. Voilà ce qu'on appelle un système. Donc ce terme-là est ici mis en relation avec le monde, un système monde. Le monde, c'est le cadre dans lequel nous vivons. Donc en quoi maintenant ce monde peut-il être comparé à un système? C'est là où ça devient intéressant. Et en géographie, le système, c'est quoi? Le système, le plus souvent en géographie, elle exprime ou il permet de mettre en évidence les relations structurelles et les dynamiques des différents éléments, que ce soit les éléments économiques, sociaux, politiques, etc., d'un espace, mais qui influe sur un espace et qui détermine les relations entre cet espace et les autres espaces. Donc vous voyez que là, c'est le fondamental même de la géographie. Il est intéressant de savoir quel est l'objet de la géographie. La géographie, elle étudie quoi? La géographie, c'est une science d'observation, de description et d'analyse qui s'intéresse particulièrement aux relations entre l'homme et l'espace, entre l'homme et son milieu. Donc vous voyez que c'est pourquoi il est intéressant pour comprendre le système monde de comprendre trois éléments que je vais appeler le triptyque R ligne ou R point ligne. R comme surface, l'air, c'est-à-dire les espaces, l'espace continental, l'espace sous-continental, l'espace national et l'espace local. Donc au niveau où nous sommes, vous avez l'espace local Diofior. Diofior se trouve dans un pays, le Sénégal. Ce Sénégal dans un continent qui est l'Afrique, et l'Afrique se trouve dans le monde. Maintenant, ces espaces-là, ou dans ces espaces, nous avons des points. Les points, ce sont les établissements humains, les localités, Diofior, Dakar, ainsi de suite au Sénégal. Vous sortez du Sénégal également, c'est la même situation. Vous avez partout des établissements humains, Bamako, Yamoussoukro, New York, Paris, etc. Ces espaces ou ces points maintenant qui se trouvent dans les aires que j'ai évoquées tout à l'heure sont reliés entre eux à travers des lignes. Les lignes, ce sont ça peut être les routes, ça peut être des lignes téléphoniques, ça peut être donc les circuits
commerciaux, entre autres, qui permettent de relier un espace à un autre. Donc, vous voyez qu'avec le système actuel, les différents points, c'est-à-dire les différentes localités qui se trouvent dans cet espace-monde, sont devenus interconnectés, reliés les uns aux autres. Donc, d'où l'appellation système-monde. Comme le système classique, l'espace-monde est relié, donc les éléments sont reliés les uns aux autres, de sorte que aucun espace ne vit plus en autarcie, c'est-à-dire replié sur soi-même. Donc, chaque espace est ouvert à un autre espace, donc ce qui fait que tout ce qui se passe en dehors de chez nous est susceptible de se répercuter sur notre quotidien. C'est pourquoi Olivier Dolphis disait que le système-monde est un fait géographique qui a commencé à exister à partir du moment où une décision, un événement survenu quelque part à la surface de la Terre ont été susceptibles d'avoir des conséquences à tout autre point du globe. Et vous voyez que la crise sanitaire actuelle que nous vivons est un exemple parfait pour comprendre ce qu'est le système-monde. La crise, elle est partie de la Chine. Et vous voyez que très rapidement, à partir de la Chine, elle s'est propagée à travers le monde pour devenir ce qu'on appelle finalement une pandémie. C'est parce qu'il y a une interrelation entre ces différents espaces qui composent l'espace-monde. Et voilà donc ce qu'on appelle le système-monde. Le système-monde consacre donc l'abolition de l'espace et du temps. Aujourd'hui, la distance ne peut plus être exprimée seulement en termes de distance métrique. Celui qui est proche de nous n'est pas forcément celui dont la distance avec nous est la plus réduite. Par exemple, nous sommes ici en train de faire une émission à la télévision. Certes, il y a des passants, des gens qui passent par la route, mais ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Alors qu'il y a des gens qui sont au fin fond de Diofior, dans les quartiers les plus reculés ou les plus distanciés par rapport à nous, mais pourtant ils nous reçoivent en direct, ils nous voient, ils peuvent entrer en contact avec nous. Donc on parle d'abolition de l'espace et du temps, et le monde est devenu donc ce qu'on appelle un village planétaire. Voilà, les gens sont interconnectés, reliés dans toutes les dimensions du terme entre eux. Donc voilà en quoi on peut parler donc de système-monde. Ce système, il est organisé comment? Il est organisé de manière inégalitaire. J'ai dit tout à l'heure que le système comprend des espaces dans lesquels vous avez des points localisables. Ces points, ce sont les pays, ces espaces, pardon, ce sont les pays. Ces pays n'ont pas le même niveau d'intégration, le même degré d'intervention dans ce système-monde. Certains sont très connectés, d'autres le sont moins que les autres. C'est pourquoi on a une organisation polycentrique. Une organisation polycentrique qui est dominée par ce qu'on appelle la triade. La triade ou l'oligopole mondial qui comprend les États-Unis d'Amérique, la première puissance économique mondiale, qui comprend également l'Union européenne, mais aussi le Japon. Donc ce sont ces trois pôles-là qui dirigent le système monde, et on les appelle l'oligopole mondial parce qu'ils contrôlent l'essentiel des activités, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans le social, entre autres. Donc ce sont ces pôles-là, ces trois-là qui dominent l'économie mondiale. Et dans ces pôles, nous trouvons des villes, ce qu'on appelle les villes mondes, et autrement ce qu'on appelle l'archipel métropolitain mondial. Ce sont les villes qui abritent les sièges des grandes institutions internationales, qui abritent les sièges des grandes firmes multinationales et donc qui dictent leurs lois au reste du monde. Voilà ce qu'on appelle le centre du système monde, ou autrement la triade, ou autrement l'oligopole mondial. À côté de ce centre, il y a des espaces périphériques, des espaces qui gravitent autour du centre. D'abord, une périphérie qui est plurielle parce qu'elle comprend d'abord des espaces qui sont très connectés à la triade ou très en relation avec la triade, des espaces qui sont moins en relation avec la triade. Et cette périphérie, nous pouvons la diviser en deux grandes périphéries. D'abord, une périphérie qui est intégrée au réseau du système de la triade, une périphérie qui se trouve à la marge des circuits de cette triade-là. La périphérie qui est intégrée, elle est laquelle? C'est la périphérie qui comprend d'une part des pays présentant un niveau de développement très élevé
qu'on appelle la périphérie intégrée et associée. C'est le cas des pays comme le Canada. Ce n'est pas un pays de la triade, mais il est très connecté au réseau de la triade. C'est le cas des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est le cas également de certains pays émergents, ce qu'on appelle le BRICSAM, composé du Brésil, de la Russie, la Chine, le Mexique, donc dans une certaine mesure, mais aussi des dragons asiatiques, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Ces pays-là ne sont pas des membres directs de la triade, mais ce sont des pays qui présentent un niveau de développement très élevé et qu'on peut associer à la triade. C'est pourquoi on parle de périphérie intégrée et associée. À côté de cette périphérie intégrée et associée, vous avez une périphérie intégrée mais exploitée. Exploitée, pourquoi? Parce que c'est des pays qui présentent un atout stratégique pour la triade. Parce que soit ils présentent des ressources naturelles, des matières premières abondantes et prisées par la triade. C'est le cas des pays pétroliers de l'OPEP par exemple, qui ont l'or noir en leur disposition. Donc il faut les intégrer pour pouvoir avoir un accès facile à leur pétrole. C'est aussi le cas des pays présentant une main-d'œuvre abondante et à bon marché. C'est le cas des tigres asiatiques, des pays comme le Vietnam, des pays comme la Thaïlande, la Malaisie. C'est des pays qui ont une main-d'œuvre très abondante et qu'il faut intégrer. Pourquoi? Parce que les grandes firmes multinationales du Nord profitent de la mondialisation pour délocaliser leur activité dans ces espaces. Donc on les appelle périphéries intégrées, mais exploitées. Exploitées pour leurs ressources naturelles, exploitées pour leur disponibilité de main-d'œuvre à bon marché. Donc voilà. Et à la fin maintenant, à la marge de ce système, on retrouve ce qu'on appelle les pays les moins avancés, les pays pauvres très endettés entre autres. C'est le cas des pays africains, dont leur degré de participation à ce système est très faible. Donc, après avoir essayé d'analyser ce qu'est le système monde, nous passons maintenant à la mondialisation. La mondialisation que nous allons voir comme étant un phénomène, un processus qui facilite cette interconnexion entre les différentes entités de l'espace monde. La mondialisation, elle est ancienne. Elle n'est pas un fait récent, mais c'est un fait très ancien. Mais nous allons nous intéresser à la mondialisation actuelle, telle que nous la vivons aujourd'hui, qui a été favorisée surtout par des éléments un peu plus récents. Donc, la mondialisation, elle peut être définie comme étant un processus d'intégration des marchés à l'échelle mondiale, ce que Jacques Hadar définit comme étant l'abolition de l'espace mondial sous l'emprise d'une généralisation du capitalisme avec le démantèlement des frontières physiques et réglementaires. Donc, vous voyez, il parle d'abolition de l'espace mondial. J'avais dit tout à l'heure que le système monde consacre l'abolition de l'espace et du temps sous l'emprise d'une généralisation du capitalisme. Donc, quand on parle de généralisation du capitalisme, ça nous fait penser à quelque chose en histoire, la guerre froide. Avant la fin de la guerre froide, on ne pouvait pas parler de généralisation du capitalisme. Donc, le capitalisme s'est généralisé après la chute de l'Union soviétique, sous l'emprise d'une généralisation du capitalisme avec le démantèlement des frontières physiques et réglementaires. Les frontières physiques, ce sont les frontières entre un pays et un autre. Les frontières réglementaires peuvent être comprises comme étant les barrières qui sont imposées au commerce au niveau international. Laurent Carouet aborde également dans ce sens en parlant d'un processus géohistorique, c'est-à-dire un processus qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace et qui consacre l'expansion progressive du capitalisme à l'échelle mondiale. Donc je reviendrai sur ça quand j'aborderai la question des facteurs de la mondialisation. Donc autrement, pour aller plus vite, l'OCDE, vous connaissez, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, nous dit que la mondialisation actuelle est un processus qui s'est inscrit en 3 phases. D'abord, une phase d'internationalisation des échanges surtout. Ça veut dire une période pendant laquelle les grandes entreprises des pays surtout développés vont commencer à étendre
activités à l'échelle mondiale avec des circuits d'exportation de produits. Une entreprise commence à exporter ses produits pour gagner des marchés à l'étranger. C'est la phase d'internationalisation de son activité. La deuxième étape consistera à ce qu'on appelle la phase de transnationalisation. Ça veut dire quoi? C'est l'étape où la demande mondiale devient très importante jusqu'à ce que l'entreprise constate le besoin d'aller s'implanter. Non plus d'exporter, mais de s'implanter à l'étranger. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'entreprise qui exporte ses produits à l'étranger et celle qui va maintenant aller s'installer dans les pays étrangers. On parle de la phase de transnationalisation. Et cette transnationalisation s'est renforcée à tel point qu'elle concerne tout l'espace monde, tous les pays du monde. On arrive à la dernière étape qu'on appelle la phase de la globalisation. Donc c'est un processus qui s'inscrit en 3 étapes. L'internationalisation avec l'explosion des flux d'exportation, la transnationalisation avec les installations à l'étranger des grandes firmes et la globalisation, l'explosion des flux, des réseaux de toutes sortes à travers l'espace monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la définition ou sur une essai de définition de la mondialisation. Je passe maintenant à ce qu'on appellerait les facteurs. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce processus que je viens de définir tout à l'heure? On peut retenir trois ordres de facteurs, 3 éléments qui ont favorisé la mondialisation que nous connaissons actuellement. La première raison, ou le premier facteur, c'est la révolution des transports et des télécommunications. Voilà un premier élément qui favorisera la mondialisation que nous connaissons actuellement. Ça a commencé depuis la grande révolution industrielle du XVIIIe siècle, mais elle s'est renforcée au fur et à mesure que l'homme a progressé dans le temps, avec des innovations de plus en plus spectaculaires, avec des produits, des outils qui sont plus adaptés à l'émergence du commerce mondial, avec la construction de navires très puissants, facilitant les transports, les avions, les voitures, mais aussi les réseaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Surtout, ces éléments vont venir dans la dernière révolution industrielle, c'est-à-dire après les années 60, 1960, vont révolutionner tout simplement la vie de l'homme sur Terre. Donc voilà, le premier facteur que nous pouvons identifier, c'est la révolution des transports et des télécommunications. Mais ça ne s'arrête pas là. À côté de la révolution des transports et des télécommunications, nous pouvons également évoquer, je l'ai dit tout à l'heure, la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, notamment. Pourquoi cette chute-là a favorisé la mondialisation? Parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la période qui va de 1945 jusqu'en 1990 a été marquée par la division du monde en 2 camps. Un camp dans lequel, le camp ouest, dans lequel on appliquait le système de capitalisme économique, et un autre camp à l'est dans lequel on appliquait le système de communisme. Vous voyez donc que la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union soviétique va consacrer la victoire du capitalisme sur le communisme. Ainsi donc, si nous revenons à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, l'extension du capitalisme à l'échelle mondiale, vous voyez donc que c'est la chute de l'Union soviétique qui a favorisé cette extension et qui a ouvert les marchés des ex-pays communistes à l'économie capitaliste. L'économie capitaliste que je vais définir en passant, le capitalisme c'est quoi? C'est un système économique et social, si vous voulez, qui repose sur un ensemble de principes parmi lesquels la propriété privée des moyens de production et d'échange, la libre entreprise, la libre concurrence, la rémunération du travail par un salaire, entre autres. Donc vous voyez que c'est ce système-là qui va commencer à gagner le monde, à gagner l'ensemble des espaces qui étaient fermés à cette économie de marché. Donc, la chute de l'Union soviétique peut être considérée comme étant un élément qui a favorisé la mondialisation actuelle que nous connaissons. Et enfin, le dernier élément, c'est ce qu'on peut appeler l'avènement des politiques libérales. L'avènement des politiques libérales que nous pouvons délimiter ou situer principalement en 1995. Même si le processus a commencé avant 1995, depuis 1944, on a eu la signature des accords du GATT, General Agreement on Tariff and Trade,
c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs et le commerce, mais l'accord n'a pas eu l'effet escompté. Il a fallu attendre 1995 et la naissance de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour voir désormais une institution qui est là et qui est chargée de réglementer le commerce mondial. C'est à partir des politiques mises en place par l'OMC que le commerce mondial va exploser et donc la mondialisation va tout simplement devenir l'élément sur lequel les activités humaines sur Terre vont être tout simplement organisées. Donc, les facteurs de la mondialisation, je résume, il y a la révolution des transports et des télécommunications, il y a l'effondrement du bloc communiste et du communisme, et enfin, nous pouvons citer comme dernier élément l'avènement des politiques libérales dans le cadre de l'OM, de l'AMC. Qui parle de facteurs, parle d'acteurs. Nous avons identifié qu'est-ce qui a favorisé la mondialisation. Maintenant, qui font fonctionner cette mondialisation-là? Qui sont les acteurs de la mondialisation? Nous pouvons identifier également ici 4 grands acteurs dans la mondialisation. Le premier acteur et l'un des plus importants, ce sont les gouvernements. Nous préférerons le terme de gouvernement à celui d'État, parce que l'État c'est un peu plus technique, mais les gouvernements, c'est-à-dire les dirigeants. Les dirigeants, les gouvernements, en quoi ils sont des facteurs de la mondialisation? Parce que ce sont eux qui sont chargés de décider de faire ou de ne pas faire, de participer ou de ne pas participer au nom de ce qu'on appelle leur compétence, c'est-à-dire de leur peuple. Si le Sénégal doit signer des accords de coopération bilatérale ou multilatérale avec n'importe quel pays, ce n'est pas le peuple sénégalais qui va se lever à les signer au nom du Sénégal. C'est le gouvernement sénégalais qui va le faire. Donc vous voyez que les gouvernements sont des acteurs indispensables donc, pour le fonctionnement de ce système. À côté de ces gouvernements-là, vous avez ce qu'on appelle les institutions internationales. Les institutions internationales ne sont qu'un prolongement des gouvernements. Parce qu'une institution internationale, c'est un regroupement de plusieurs pays, de plusieurs États, donc de plusieurs gouvernements. Ces institutions internationales, comme les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale ou le FMI, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, à un niveau plus bas, par exemple au niveau régional, on peut parler de la Banque africaine de développement, la BAD. On peut parler également d'instances non formelles comme les forums, comme le forum de Davos, le forum économique de Davos, des organisations comme le G7, donc ou le G20, c'est des acteurs qui participent au niveau international à cette mondialisation actuelle. À côté de ces deux acteurs de type étatique, nous avons ce qu'on appelle les FMN. Les FMN ou les FTN, les firmes multinationales ou firmes transnationales. C'est quoi? Ce sont de grandes entreprises disposant de plusieurs filiales ou succursales à travers le monde. Par exemple, on peut en citer, ce n'est pas pour faire une publicité de qui que ce soit, nous pouvons citer par exemple une entreprise comme Orange Telecom, ou Orange qui a sa maison mère en France, mais qui est présente dans plusieurs pays africains à travers des filiales. Donc on dit que c'est une firme multinationales. Donc les firmes multinationales sont tellement puissantes qu'ils peuvent obliger les États à prendre des décisions allant dans le sens de leurs propres intérêts à travers le phénomène du lobbying. Donc ces firmes-là sont des acteurs fondamentaux également de la mondialisation. Enfin maintenant, au-delà de ces cadres gouvernementaux ou je dirais entrepreneurial, il y a ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, c'est-à-dire la société en tant que telle. La société comment? À travers des organisations syndicales, les syndicats peuvent participer à ce jeu de la mondialisation, à travers des ONG, les organismes non gouvernementaux, à travers des mouvements de la société civile, comme par exemple des mouvements comme Y'en a marre au Sénégal, le Balai citoyen au Burkina Faso, entre autres. Donc ce sont des acteurs non étatiques qui participent à cette mondialisation actuelle. Je rappelle également que nous mettons l'accent surtout sur la mondialisation économique, sachant que la mondialisation présente plusieurs facettes. Voilà, donc nous avons identifié quels sont les facteurs de la mondialisation et qui sont les acteurs de la mondialisation.
Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir comment cette mondialisation se traduit, comment elle se manifeste à travers ces dynamiques. D'abord, la mondialisation se manifeste par l'explosion de flux, des flux qui sont caractérisés par leur diversité, caractérisés par leur massivité, caractérisés par leur rapidité, mais aussi caractérisés par leur globalité. Qu'entend-on par flux caractérisés par leur diversité? Parce qu'il y a des flux multiformes, de diverses natures. On peut parler de flux immatériels et de flux matériels. De flux immatériels, je reviendrai sur ça tout à l'heure quand on avancera, mais aussi des flux, je disais, immatériels et des flux matériels, mais aussi des flux de personnes. Les personnes, tout le monde bouge à travers le monde. Donc les flux sont caractérisés par leur diversité. Par leur massivité, il y a l'augmentation de la capacité de charge des éléments ou des outils qui permettent donc le déploiement de ces flux. Quand on prend l'exemple des transports, nous savons tous qu'il y a de cela 50 ans ou 100 ans, les possibilités de se déplacer dans l'espace étaient réduites. Même si on prend le cas de Diofior tout simplement. 20 ans en arrière, pour aller à Dakar, c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, on a des bus qui sont là et qui ont une plus grande capacité de charge qui peuvent amener beaucoup plus de personnes. Il en est de même dans le cadre du commerce mondial. Les bateaux aujourd'hui ont une capacité plus grande, donc on a une plus grande massivité. La quantité d'informations qu'on transmet chaque jour est également plus énorme aujourd'hui. Donc les flux sont caractérisés par leur massivité, mais aussi caractérisés par leur rapidité, la célérité dans le déroulement de ces flux-là. Pour faire passer une information de Diofior à Dakar ou de Diofior à Barcelone ou à New York, on n'a plus besoin de perdre du temps. En un temps record, nous pouvons, à travers une liaison téléphonique, faire passer une information à quelqu'un qui se trouve à l'extrémité de l'Amérique. Et regardez, auparavant, il fallait par exemple écrire une lettre, envoyer ça par adresse postale et attendre des jours pour avoir un retour. Mais aujourd'hui, avec la rapidité des flux, voilà, très bien, avec l'Internet, avec les téléphones, donc les flux sont devenus plus rapides. La distance est réduite désormais. Donc le temps qu'on mettait auparavant pour aller à Dakar, avec l'autoroute à péage par exemple, ce temps est réduit. Donc on a une rapidité, une plus grande rapidité, une célérité des flux, mais aussi une globalité. Le dernier caractère, c'est leur globalité. Ça veut dire que ces flux-là concernent l'ensemble de l'espace-monde. Donc aucun espace n'est aujourd'hui exclu dans ce mécanisme-là. Tous les lieux, tous les points de la planète sont concernés. Donc on parle de globalité des flux. Voilà, je commence par le premier type de flux, ce sont les flux de marchandises. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle les flux matériels et les flux immatériels. Et le troisième ordre de flux que nous verrons, ce sont les flux de personnes. En parlant de flux matériels, nous faisons allusion au commerce de marchandises. C'est une des caractéristiques de la mondialisation. Aujourd'hui, le marché mondial est devenu connecté. Tout ce que vous pouvez acheter aux États-Unis, vous pouvez le trouver sur le marché sénégalais. Vous pouvez le trouver sur le marché malien, entre autres. Donc, ce commerce mondial a connu une explosion spectaculaire à tel point que le rythme de l'activité commerciale est devenu même supérieur au rythme de la production de biens. Les gens échangent beaucoup et donc cet échange est allé jusqu'à être plus élevé, avoir un rythme plus grand que celui. J'ai l'habitude de donner comme exemple, vous produisez quelque chose un jour, cette chose que vous avez produite une fois est susceptible d'être revendue plusieurs fois. Voilà. Donc vous voyez que le rythme de la production deviendra inférieur si on continue sur cette lancée, et c'est ce qui s'est produit actuellement au rythme donc de la production mondiale. Et c'est ainsi que, pour donner juste une statistique, la valeur des exportations mondiales de marchandises a passé de 2 000 milliards de dollars en 1980 à 18 000 milliards de dollars en 2013. Donc vous voyez un bond extrêmement élevé de 2 000 jusqu'à 18 000 milliards de dollars en l'espace seulement de 20 ans, entre 1980 et 1990, ce qui fait un taux de croissance de 6,8% par année.
Donc voilà comment le commerce mondial se déploie et comment il se développe sous l'égide des politiques libérales mises en place par l'OMC. Ce commerce, il s'effectue où surtout? La voie principale de transit international, c'est la voie maritime. Donc vous voyez, l'essentiel du commerce mondial, 3/4 des transactions commerciales internationales transitent par la voie maritime. Donc ce sont les bateaux qui amènent cette marchandise, d'où donc l'importance pour un pays d'être ouvert à la mer. Voilà un élément fondamental. Pour être bien connecté à ce système-là, il faut être ouvert à la mer. Raison pour laquelle les pays qui n'ont pas accès à la mer sont les arrière-pays d'autres qui sont ouverts à la mer. L'exemple, prenez le Mali et le Sénégal. Sur la route nationale, en allant sur Dakar, on croise une énormité de camions en provenance ou en partance pour le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali est fermé à l'océan. Le Mali n'a pas accès à la mer. Donc, alors que le Sénégal a une ouverture maritime, le Sénégal a la possibilité d'avoir un port. Donc, l'ouverture à la mer est un atout pour être connecté au réseau du système monde. Donc, pourquoi? Par la simple raison que l'essentiel du commerce mondial transite par la voie maritime. Enfin, pour ce commerce-là, c'est un commerce qui est très déséquilibré également, il faut le constater. Pourquoi? Parce que si vous prenez les 5 premières puissances qui dominent ce commerce mondial, à eux seuls, ils mobilisent ou ils assurent près de 40% du commerce mondial. Donc vous voyez qu'il y a un grand déséquilibre. Donc c'est un commerce inégalitaire. Vous avez un groupe de 5 pays qui assure 40% du commerce mondial et l'ensemble des autres pays du monde ne participent qu'à hauteur de 60%. Et ces pays, ce sont notamment les États-Unis, c'est l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni. Mais il faut noter une percée spectaculaire de la Chine. La République populaire de Chine a fait une percée extraordinaire, même si ce n'est pas un pays de la triade. Mais il faut noter que la Chine, depuis les années 70, depuis les réformes de 1978, la Chine a fait le grand bond en avant que souhaitait Mao. Il s'est produit actuellement avec les politiques qui ont été initiées par Deng Xiaoping dans les années 78. Aujourd'hui, la Chine est le premier exportateur mondial et le deuxième importateur mondial derrière les États-Unis. Donc voilà pour ce qu'on appelle les flux matériels. Donc ce sont les flux de marchandises. À côté de ces flux matériels, vous avez les flux immatériels. Les flux immatériels, ce sont principalement les flux d'informations et de capitaux. Donc vous voyez que aussi bien qu'on échange de la marchandise, aussi bien également on échange des informations. Les informations sont structurées d'une sorte que ce sont ce qu'on appelle les autoroutes de l'information. Ce sont des réseaux organisés ou reliés à travers ce qu'on appelle les câbles à fibre optique ou bien le réseau satellitaire. Vous voyez qu'il y a ces deux moyens-là qui permettent de relayer les informations dans l'espace monde. L'information, elle est fondamentale. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Si on prétend exister dans la mondialisation, il faut maîtriser l'information. Donc c'est donc un élément de compétitivité, mais aussi c'est un élément de maîtrise de l'ensemble des autres flux. Vous voyez l'exemple la plus simple, pourquoi les entreprises font de la publicité. C'est pour informer les populations sur l'utilité ou l'importance des produits qui sont en train de commercialiser. Donc si vous voulez gagner plus de parts de marché, il faut travailler l'image du pays, il faut travailler l'information que vous relayez. Donc c'est une information qui est multiforme aujourd'hui. On peut s'informer de plusieurs manières à travers la presse écrite ou audiovisuelle, l'information à travers les appels téléphoniques, surtout aussi à travers ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont Internet a révolutionné tout ceci. Internet, donc, qui permet à travers les messageries instantanées, entre autres, à travers les réseaux sociaux, de connecter les populations davantage. Aujourd'hui, ce qui fait que on a annihilé la distance métrique, on a tout simplement aboli l'espace et le temps, c'est Internet.
Ces flux également, cette information est dominée, c'est l'apanage des pays du Nord. On constate que dans l'information, ce sont les pays du Nord qui dominent ce domaine-là, même si on peut parler d'une percée spectaculaire des pays asiatiques, surtout la Chine et la Corée. Donc avec de puissants chaînes de production, la Chine, la Corée et la Chine, surtout la Chine, sont en train de faire des percées spectaculaires dans ce domaine. Ensuite, à côté des flux d'information, vous avez ce qu'on appelle les flux de capitaux. Donc tous les jours, c'est des milliards de dollars qui circulent dans cet espace monde. Les flux de capitaux sont structurés, organisés à travers ce qu'on appelle les bourses de valeur. Les bourses de valeur, ce sont des espaces où l'on négocie, l'on vend ou achète des actions, donc parce que c'est des espaces où sont relayées l'ensemble des informations relatives à l'activité économique mondiale. La cotation des bourses, les valeurs indiciaires, les cours, c'est-à-dire les prix des matières premières, bref, les informations qui sont relatives à l'activité économique mondiale sont relayées à travers ces bourses de valeur d'une manière quasiment ininterrompue. Donc, ainsi donc, vous voyez que dans ce marché financier mondial, on a une explosion des flux de capitaux qui sont surtout de deux sortes. Ce sont des investissements à portefeuille. Si par exemple l'entreprise investit moins de 10% du capital à l'étranger, ou bien si l'investissement dépasse les 10% du capital, on parle là-bas d'investissement direct étranger, ce qu'on appelle les IDE. Donc on a l'explosion des investissements portefeuille et l'explosion des investissements directs étrangers, ce qui fait que chaque jour, c'est environ 1300 milliards de dollars qui est investi sur le marché mondial. Donc les flux financiers sont également énormes, ce qui dépasse largement le rythme de la production et du commerce mondial. Donc on a comme flux immatériel les flux d'information et les flux de capitaux. Enfin, le dernier élément ou bien la dernière manifestation que nous allons voir, ce sont ce qu'on appelle les flux de personnes. Les flux de personnes que nous allons classer au niveau international en deux catégories. Ce qu'on appelle les migrations ou les flux migratoires internationaux et de l'autre côté le tourisme. Donc il ne faut pas confondre les deux, le tourisme et les migrations internationales. On parle de migration si le voyage ou bien le déplacement dans le temps et dans l'espace est conditionné par la recherche de conditions de vie meilleures. Ce qui n'est pas le cas dans le tourisme, parce que dans le tourisme, la personne ne se déplace pas pour améliorer ses conditions de vie, mais elle se déplace pour des besoins de loisirs, pour des besoins d'exotisme, entre autres. Donc voilà les deux catégories de flux que nous pouvons identifier ici sur les mouvements des personnes à l'échelle mondiale. Les flux internationaux, les migrations internationales, quand la personne traverse une frontière nationale d'un pays à un autre ou bien d'un continent à un autre, dans ces cas, ces flux-là sont le plus souvent conditionnés par ce qu'on appelle la fracture économique et sociale. Ça veut dire quoi? Ce que les élèves avaient vu déjà en classe de première et en troisième, les inégalités de développement. Et nous l'avons évoqué au début, j'avais dit que le système est un système inégalitaire. Vous avez des pays très développés, des pays en voie de développement et des pays sous-développés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, les flux migratoires sont conditionnés par cette organisation hiérarchique inégalitaire du système. Les populations se déplacent donc des espaces moins développés vers les espaces les plus développés. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions de personnes qui sont concernées par ces flux migratoires. Ces flux qui ont des impacts différentiels dans les pays, que ce soit dans le pays de départ ou dans les pays d'arrivée. Je ne pourrais pas, par contrainte de temps, entrer dans les détails, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que les migrations internationales contribuent largement au produit national brut des pays de départ à travers ce qu'on appelle les rentrées de devises. C'est-à-dire les populations qui sont parties vont en retour envoyer de l'argent, envoyer des devises dans leur pays de départ. C'est plus de 435 millions d'entrées d'argent qui ont été répertoriées en 2014 par la Banque mondiale. Donc ça veut dire que les migrants rapatrient beaucoup d'argent dans leur pays
de départ, ce qui va impacter sur le niveau de vie de la population qui a été laissée sur place. Donc voilà pour ce qui concerne les flux migratoires, qui ont certes des conséquences négatives, mais qui présentent un avantage pour les populations laissées sur place dans les zones de départ. Enfin, les flux touristiques, ce sont les voyages de loisirs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des voyages qui sont faits pour satisfaire des besoins de curiosité, d'exotisme, de vouloir découvrir l'autre, découvrir ailleurs. Ces voyages sont principalement de direction nord-nord. Ça veut dire quoi? Les populations ou les touristes se déplacent le plus souvent d'un pays du nord vers un autre pays du nord. Donc, nous avons tendance à croire que les touristes viennent plus chez nous, mais les mouvements touristiques vers les pays du sud ne sont pas aussi intenses que cela. Les migrations se font surtout d'un pays du nord vers un autre pays du nord, notamment les pays européens. Vous voyez que la France est l'une des premières, et avec l'Italie et les États-Unis, ce sont les premières destinations touristiques mondiales. Parce que c'est des espaces qui présentent des infrastructures qui attirent les touristes. Donc c'est pourquoi dans le tourisme, il faut avoir donc une bonne carte postale, pouvoir présenter quelque chose, un projet touristique qui peut attirer les touristes. Donc actuellement, ce sont les pays du Nord qui dominent ces mouvements, même si on note d'importants flux qui viennent vers les pays du Sud. Ces mouvements touristiques également ont un impact fondamental sur l'économie mondiale, parce que le tourisme assure jusqu'à 10% du PIB mondial. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses créées dans le monde. Si c'est 100, le tourisme à lui seul produit les 10%. Donc vous voyez que c'est la deuxième source de revenus mondial derrière le pétrole. Donc le tourisme n'est pas négligeable. Donc si un pays veut se développer, il a aussi intérêt à travailler donc, son image pour pouvoir attirer davantage de touristes donc, dans son territoire. Voilà pour ce qui concernait ce que j'ai appelé les dynamiques de la mondialisation ou les manifestations de la mondialisation. Si je récapitule, on a une mondialisation qui se caractérise ou qui se manifeste à travers l'explosion de flux qui sont caractérisés par leur, j'avais dit, massivité, leur diversité, leur rapidité et leur globalité. Ces flux sont des flux matériels, c'est-à-dire les flux commerciaux de marchandises. Ce sont des flux immatériels, c'est-à-dire les flux de capitaux et d'informations, mais aussi ce sont des flux de personnes, des flux migratoires, mais aussi des flux touristiques. Donc voilà pour ce qui concernait les dynamiques de la mondialisation. Nous allons voir maintenant quelle est la place de l'Afrique. Pourquoi on prend l'Afrique? Parce que c'est notre continent. Donc c'est ce qui doit nous intéresser au premier degré pour que nous puissions dans l'avenir voir comment l'Afrique peut-elle faire pour s'en sortir, pour donc sortir de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Nous connaissons tous cette situation de l'Afrique. Je m'en vais également entrer dans les détails pour essayer de déterminer la place de l'Afrique dans ce système. L'Afrique est juste pour dire le continent paria de la mondialisation. Le continent paria, c'est-à-dire l'exclu de la mondialisation, pour la bonne et simple raison que la participation de l'Afrique dans la mondialisation, elle est très faible. Si l'on prend le cadre du commerce mondial, l'Afrique n'intervient que pour environ 2% du commerce mondial, et moins même de 2%. Ça veut dire que tout ce que l'on vend et achète dans le monde, le rôle, la place de l'Afrique, la contribution de l'Afrique ne dépasse pas les 2%. Cette faiblesse de la part de l'Afrique est liée à beaucoup de raisons, des facteurs structurels, des facteurs conjoncturels, entre autres, sur lesquels nous n'avons pas le temps d'épiloguer, mais la faiblesse de son agriculture, la faiblesse de son industrie sont les principaux facteurs qui expliquent la faiblesse des infrastructures, qui font que l'Afrique participe que très faiblement dans ce commerce mondial. Donc, quel est le rôle que l'Afrique joue dans la mondialisation? Si sa place, sa contribution est faible, si elle est marginalisée, et on avait dit au départ que le système est global, tout le monde participe, donc il faut qu'on puisse identifier ce que l'Afrique fait dans cette mondialisation. Qu'est-ce que l'Afrique fait? L'Afrique joue un double rôle.
Le premier rôle, c'est quoi? L'Afrique exporte des matières premières vers les pays industrialisés. Donc vous voyez, notre premier rôle, c'est un rôle d'approvisionnement. Nous approvisionnons parce que l'Afrique est un continent qui est très riche en ressources naturelles. Donc c'est le continent africain, ou le continent africain fait partie de ceux-là qui approvisionnent les pays du Nord, sachant que certains pays du Nord présentent des niveaux de ressources naturelles très faibles, le cas de la France par exemple. Beaucoup de pays du Nord n'ont pas accès à des richesses comme l'or noir, les matières premières minières entre autres. Donc l'Afrique pourvoit ces matières premières vers les pays du Nord. Voilà le premier rôle. Ces pays du Nord vont maintenant, à leur tour, transformer ces matières premières que l'Afrique ou les autres espaces sous-développés leur donnent. Ils les transforment et en retour, nous allons maintenant acheter ces produits finis de ces pays du Nord. Donc vous voyez, nous leur donnons leurs matières premières, ils transforment ces matières premières et il ne faut pas oublier aussi que ce sont les bourses des pays occidentaux qui fixent le prix de vente de nos matières premières. C'est-à-dire nous leur vendons leurs produits mais nous ne fixons pas le prix. Ce sont les bourses qui nous disent que voilà, le pétrole coûte par exemple, vous savez qu'actuellement il a chuté jusque vers les $30. Ils nous disent que votre arachide coûte tant sur le marché mondial, votre coton va coûter tant sur le marché mondial. Donc nous vendons à des prix bas. Et en retour, ils doivent nous vendre les produits raffinés, les produits finis qu'ils ont dérivés de nos matières premières, et ce sont eux qui fixent les prix à nouveau. Et ils nous vendent ça à des prix élevés. Donc vous comparez, nous vendons nos matières premières à des prix faibles et nous achetons leurs produits finis à prix élevé. C'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Donc il y a un commerce inéquitable. Voilà pourquoi également nous connaissons tous les maux, tous les problèmes auxquels le continent africain fait face. J'insiste sur le cas de l'Afrique parce que nous sommes de ce continent. Donc cette détérioration des termes de l'échange, elle est aussi favorisée par la mondialisation. Je reviendrai sur ça tout à l'heure quand je terminerai avec les incidences de la mondialisation. C'est ce que l'économiste, le prix Nobel Joseph Stiglitz appelait, il disait on prétend aider les pays sous-développés alors qu'on les oblige à ouvrir leur marché aux produits des pays industriels avancés qui, eux, continuent de protéger leur marché. Vous voyez, c'est-à-dire, ils nous disent qu'ils veulent nous aider, ils nous demandent d'ouvrir nos frontières pour que les entreprises des pays occidentaux développés, avancés, puissent venir vendre chez nous, alors qu'en retour, eux, ils ferment leur marché. Comment ils ferment-ils leur marché? Il ne suffit pas de dire que voilà, nous, on ferme notre marché aux produits du Sénégal. Non. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils établissent ce qu'on appelle des normes de production. Donc voilà, vous voyez, même si vous achetez certains produits, vous voyez qu'il est souvent mentionné produits certifiés ISO 2000 par exemple. Vous voyez ça sur les produits que nous achetons souvent. Ce sont ce qu'on appelle les normes de fabrication. Voilà, ils imposent des normes que nous, en tant que pays sous-développés, nos entreprises ne peuvent pas respecter. Par exemple, on vous dit que pour vendre sur le marché européen, vous devez respecter telle norme de fabrication. Sachant que les entreprises des pays sous-développés ne peuvent pas respecter ces normes, alors que nous, les normes que nous imposons chez nous, leurs entreprises peuvent respecter facilement ces normes parce qu'ils ont la capacité. En conséquence, ils pourront vendre facilement chez nous, mais nous vendrons difficilement chez eux. Donc voilà comment ils ferment leurs frontières. Il ne suffit pas de venir mettre des gendarmes ou voilà le système, comment ils ferment leurs frontières. Joseph Stiglitz nous dit que cette situation est de nature à rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres et plus furieux. Voilà donc en résumé, voilà tout à fait, c'est le système capitaliste qui fonctionne ainsi. Donc ce qui les intéresse, c'est uniquement leurs intérêts propres. Donc c'est pourquoi aussi nous, nos dirigeants doivent repenser les paradigmes de cette mondialisation. Il est nécessaire donc que les dirigeants africains puissent d'abord dans l'unité, il sera difficile de le faire de manière séparée, isolée. C'est pourquoi l'intégration est importante.
l'intégration elle est importante. Chaque pays ou les pays qui partagent la même situation géographique ont ce besoin de se regrouper parce que l'adage dit que l'union fait la force. Donc voilà, pour le continent africain. Donc c'est le continent paria de la mondialisation, l'espace le moins bien intégré à la mondialisation. Et d'ailleurs, vous voyez un exemple très simple. Regardez le coronavirus quand il a émergé en Chine. L'Afrique a été le dernier continent à être frappé. Certains vont dire que c'est le miracle africain, mais moi je pense que c'est parce que l'Afrique est faiblement intégrée à la mondialisation. Donc les flux sont moins denses en direction de l'Afrique qu'entre les autres espaces. Conséquence, donc la maladie va se propager rapidement vers les autres espaces, alors que l'Afrique qui est faiblement intégrée va recevoir donc la maladie en dernier lieu, parce que les flux voilà, sont moins denses vis-à-vis de l'Afrique. Donc nous terminons par les incidences de la mondialisation. Les incidences, ce sont les conséquences que la mondialisation va avoir sur l'activité mondiale. J'insiste ici uniquement sur les aspects négatifs de cette mondialisation. Et je vais mettre en évidence trois incidences, trois types de conséquences que la mondialisation économique a ou bien peut provoquer. D'abord, la mondialisation est les sources de vulnérabilité financière. Donc, elle rend le système financier très vulnérable. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que depuis 1971-76, parce qu'il y a deux étapes, l'ancien système sur lequel reposait le système financier ou système monétaire international a été changé. À la suite de la conférence de Bretton Woods de 1944, il a été établi que le dollar sera la monnaie de transaction internationale et sera référencé à l'or. Donc c'est ce qu'on appelait le système étalon or, donc le système de change fixe. C'est-à-dire le dollar est fixé en fonction des cours de l'or et les autres monnaies donc sont reliées au dollar, le dollar américain. Mais en 1971, on a changé ce système. Puis à la conférence de la Jamaïque de 1976, on a décidé tout simplement d'abandonner le système de convertibilité de Bretton Woods pour instaurer un nouveau système qu'on appelle le système d'échange flottant. C'est-à-dire un système dans lequel les monnaies sont flottantes, sont libres. Et vous voyez souvent, on se demande quelle est la valeur du dollar sur le marché, quelle est la valeur de l'euro, parce que les monnaies sont devenues fluctuantes. Donc, auparavant, entre 1944 et 1971, les monnaies ne fluctuaient pas. Il y avait un système de change fixe. Aujourd'hui, les monnaies sont devenues flottantes. Donc, ça veut dire qu'un pays peut décider, un pays qui a une autonomie financière, autonomie monétaire, peut décider de surévaluer ou de dévaluer sa valeur monétaire. Donc, vous voyez souvent même que le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest a été victime de cela, mais c'est la France qui l'avait décidé. Parce que notre monnaie, elle n'est pas libre. Le CFA ne peut pas fluctuer parce que ce n'est pas une monnaie indépendante. Donc c'est une monnaie qui est protégée par l'ancien franc français et puis l'euro aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ce système provoque maintenant? Comme les changes sont devenues flottantes, fluctuantes, le dollar américain qui était la monnaie de référence internationale ne l'est plus, mais elle reste la monnaie de transaction commerciale. C'est-à-dire si on vend et l'on achète sur le marché mondial, on vend et on achète en dollars américains. Et le dollar est une monnaie qui fluctue. Donc la conséquence c'est quoi? Si dans les phases de dépréciation ou d'appréciation du dollar, les conséquences vont être variables selon le type d'économie. Quand le dollar gagne de la valeur, cela est négatif pour les économies à faible monnaie. Parce que la conséquence, c'est qu'elle accroît la dette extérieure de ces pays-là. Par exemple, si je vous prête, si on parle du marché mondial, je vous prête 1000 $. À supposer que la valeur du dollar est de 500 francs. Donc, 1000 $, vous devez mobiliser 500 000 francs CFA pour pouvoir me rembourser. N'est-ce pas? Maintenant, si le dollar gagne de la valeur entre-temps, et passe de 500 à 550 ou à 600
francs CFA. Vous me devez toujours 1000 dollars, mais vous ne pouvez plus mobiliser 500 000 pour me payer. Il vous faut 600 000 francs pour pouvoir me payer. Donc vous voyez que l'augmentation de la valeur du dollar entraîne la hausse de la dette des pays sous-développés. Et de la même manière, quand le dollar perd de la valeur, ça va impacter sur les économies des pays à forte valeur monétaire, c'est-à-dire comme l'euro ou le yen entre autres. Donc, et cela provoque aussi dans l'organisation du système beaucoup de spéculations, des spéculations qui font que le système connaît souvent des crises qui sont quasiment cycliques. Souvent, vous entendez parler de crise financière, de crise monétaire, entre autres. La plus récente, c'est celle que nous avons connue en 2008, la crise des subprimes. Et il n'est pas exclu actuellement qu'avec le coronavirus, nous allons connaître une crise financière certainement après. Et déjà, ça a commencé. Parce que si vous avez suivi les informations concernant les grandes bourses de valeur, vous voyez que beaucoup de bourses, que ce soit la bourse de Wall Street ou bien le CAC 40 à Paris, toutes ces bourses-là ont connu des récessions spectaculaires et ont atteint des niveaux de chute qui n'ont pas été atteints depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que le système est vulnérable. Donc facilement, on peut connaître des crises économiques qui vont avoir des répercussions sociales très dévastatrices. Ensuite, le deuxième élément, ce système accroît les inégalités. Je l'avais évoqué tout à l'heure en parlant du cas de l'Afrique. Le système est organisé de manière que ce sont les pays développés qui profitent plus de la mondialisation que les pays sous-développés. Donc, au lieu de régler le problème des inégalités de développement, la mondialisation est venue accroître la fracture économique, sociale entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, voilà, c'est pourquoi ça continue. Toujours, vous voyez, avec cette organisation, les pays développés se développent davantage. Vous voyez une entreprise seule qui a la capacité ou bien qui a un chiffre d'affaires qui est supérieur au PIB d'un pays. Une seule entreprise. Vous prenez l'homme le plus riche du monde, il a une valeur, une richesse qui est supérieure au PIB de certains pays sous-développés. Donc les inégalités sont énormes, sont très larges donc, dans cette mondialisation. Donc la mondialisation accroît les inégalités. Donc j'avais dit tout à l'heure que la mondialisation fragilise le système financier international. La mondialisation accroît également les inégalités entre riches et pauvres, entre pays développés et pays sous-développés. Enfin, pour finir, le dernier élément, c'est quoi? La mondialisation pousse les pays à changer de modèle en passant par ce qu'on appelle la formation des espaces blocs. Parce que la mondialisation, elle accroît la concurrence entre pays. Maintenant, pour pouvoir se protéger dans ce monde devenu très concurrentiel, qu'est-ce que les pays font? Les pays vont s'organiser pour se regrouper dans des cadres d'intégration à vocation sous-régionale ou régionale. Parce que ces cadres-là vont renforcer la capacité de négociation de ces pays sur le marché mondial. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir qu'en Europe, on a mis en place d'abord l'ancienne CEE, ensuite l'Union européenne actuellement. En Amérique, l'ALENA, dont l'accord a été changé, c'est en vigueur. Il y a un nouvel accord qui a été signé en septembre 2018. En Afrique, on parle de la CEDEAO, avec nous, chez nous, l'Union africaine, entre autres, l'ASEAN en Asie, le Mercosur en Amérique latine. Donc voilà comment les pays vont s'organiser. Ils vont se constituer en espace bloc pour pouvoir donc se protéger des effets négatifs, des effets pervers de la mondialisation. Voilà donc en grosso modo ce que nous avions eu à préparer aujourd'hui. Donc c'est une leçon qui permet de comprendre le fonctionnement du monde et qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de la suite du programme, des leçons qui suivront, parce que toutes les leçons qui suivent dans le programme s'inscrivent dans ce système. Parce que le programme, vous allez voir que donc, dans la première partie, vous avez étudié, c'est déjà fait, l'ENA, l'espace nord-américain, ensuite l'Europe, ensuite l'Asie
Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Afrique. Donc tout ça s'intègre dans cette leçon de la introductive intitulée le système monde. Donc nous remercions tout le monde. Nous espérons que les enseignements ont été intéressants et suivis. Merci Monsieur Cham. Voilà, donc merci Monsieur Diouf par la qualité de ton intervention. On saurait vous remercier autant, n'est-ce pas? Donc, toute cette recherche que vous avez fait pour pouvoir permettre à nos enfants, à nos élèves du moins, de pouvoir renforcer leur capacité et de se rappeler également de toutes les... Preview.